Bonsoir et merci de nous rejoindre sur KTO pour ce Mardi des Bernardins, enregistré comme toujours en public. Depuis quelques jours et jusqu'au 12 septembre prochain, le Collège des Bernardins propose à ses visiteurs de découvrir une exposition intitulée « La pesanteur et la grâce » en référence à l'œuvre de la philosophe Simone Veil. Le sous-titre de cette exposition offre un éclairage à ce parcours « Abstraction et spiritualité », abstraction est dans ce sous-titre employé au pluriel, et ce pluriel est loin d'être négligeable. Vous le découvrirez, je l'espère, durant ces 52 minutes d'émission, puisqu'à travers cette exposition, il s'agira de revenir sur les origines des premières œuvres abstraites et puis de dialoguer sur le sens actuel de cette tradition. Alors, avant de vous faire découvrir quelques images de l'exposition en cours, je vous présente tout de suite nos trois invités. Claire-Jeanne Jézéquel, bonsoir. Vous êtes artiste et vous produisez surtout des œuvres sculpturales. Vous êtes également enseignante à l'École des Beaux-Arts de Nantes. Et dans ce cadre, vous avez participé à un groupe de travail sur la question des abstractions contemporaines. Cette initiative a donné lieu à une exposition en 2008 et à la publication du catalogue que voici, qui est intitulé Plus de réalité, et récemment publié aux éditions Janinck. À vos côtés, Emmanuel van der Meulen. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'un des 5 artistes exposés ici, au Bernardin, dans le cadre de la pesanteur et la grâce. Éric de Chassey, le commissaire de l'exposition, a déjà sollicité votre œuvre à 2 reprises. En 2006 d'abord, lors de l'exposition La Force de l'Art, qui s'était tenue au Grand Palais, et en 2007 pour l'exposition Ou bien à la galerie Jean Fournier. À cette occasion, un passionnant petit livre d'entretien est paru. Le voici, je crois qu'on peut toujours d'ailleurs se le procurer. Enfin, troisième invité, Marcela Lista, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historienne de l'art, spécialiste des avant-gardes. Vous êtes également l'auteur de l'œuvre d'art totale à la naissance des avant-gardes, qui n'est autre que votre thèse, publiée aux éditions de l'INA en 2006, je crois. Et puis, vous avez notamment été co-commissaire de l'exposition Sang et Lumière, une histoire de l'art au XXe siècle, exposition qui s'est tenue au Centre Georges Pompidou en 2004. Alors, les présentations étant faites, je vous propose d'entrer tout de suite dans le vif du sujet avec quelques images de l'exposition. Alors, les œuvres de 5 artistes ont été sollicitées, 5 artistes de générations différentes, mais qui ont en commun de s'inscrire dans la tradition de l'abstraction. 5 démarches, 5 esthétiques, selon le commissaire de l'exposition Éric de Chassey. Ils incarnent à travers leurs œuvres l'abstraction spiritualisante qui est à différencier de l'abstraction spirituelle. Monter en abaissant, il ne nous est peut-être donné de monter qu'ainsi, écrivit la philosophe Simone Veil. Et donc pour finir, quelques images de l'œuvre de Claire-Jeanne Jézéquel. Voilà, alors Marcela Lista, je me tourne vers vous parce qu'en préparant cette émission, il nous a semblé nécessaire de revenir sur l'histoire des abstractions, en tout cas de donner une perspective pour commencer ce débat. Vous nous proposerez là un bref parcours historique à travers 6 œuvres dites abstraites que vous avez sélectionnées. Alors, premier document, il s'agit d'un tableau de Kandinsky.
Je vous laisse poursuivre. Oui, donc, l'exercice est un peu difficile, évidemment, de résumer l'histoire de l'abstraction en quelques œuvres. C'est en fait impossible. Donc, j'ai proposé simplement quelques aperçus qui donnent à voir la diversité des œuvres d'art que l'on regroupe sous un terme, qui est un terme déjà dont il faut considérer que c'est un terme anachronique. Au début du siècle, lorsque les artistes produisent en Allemagne, en Russie tout particulièrement, et un peu plus tard aux Pays-Bas, les premières œuvres radicalement non figuratives, le mot abstraction n'est pas utilisé au sens où on l'entend aujourd'hui. Bien au contraire, les artistes parlent d'art non figuratif, d'art non objectif, d'arrachement à la réalité, mais finalement ce mot abstraction est surtout retenu pour l'idée d'un processus. Et ça, je pense que c'est une idée intéressante qu'on peut retenir d'ores et déjà, qui est que abstraire, ça veut dire soustraire, enlever de la matière et aller vers une sorte d'épure, de vide, et que c'est le besoin que ressentent les artistes au tournant du siècle, à une époque de forte modernité, où il y a également un grand concours des nouvelles doctrines spirituelles qui apparaissent à cette époque, en tout cas dans la deuxième moitié du XIXe siècle, que sont notamment la théosophie et plus tard l'anthroposophie. Autrement dit, l'idée d'une sorte de synthèse des religions, de syncrétisme, qui donnerait accès à une universalité, une spiritualité universelle, au-delà des cultures. Et de même, l'abstraction est pensée comme un langage universel, c'est-à-dire la possibilité de se comprendre par-delà les cultures sans le soutien d'un langage verbal et de ses limites, de la question de la traduction notamment. Donc les œuvres que j'ai choisies, donc on pourrait en choisir beaucoup d'autres. C'est une composition qui date de 1913, qui a été peinte par Kandinsky, donc peintre russe émigré à Munich, où il fonde un grand mouvement d'avant-garde qui est le Cavalier bleu, et qui prétend à une grande synthèse des arts, c'est-à-dire à révolutionner non pas seulement la peinture et le tableau, mais à appeler finalement tous les artistes à collaborer, notamment dans les arts de la scène, pour atteindre précisément cette idée d'œuvre totale, c'est-à-dire une expérience qui pour le spectateur soit une expérience profonde de dépassement et je dirais d'expérience de dépassement des seuils de perception, hein, d'accès à d'autres niveaux de sensations, d'imagination, voire d'autres niveaux de réalité. Donc la composition 7 qu'on peut voir ici date de l'époque où Kandinsky a vraiment mûri le langage de l'abstraction, et néanmoins on peut voir que dans ces grandes œuvres, ces grandes compositions, il y a toujours des éléments de référence à des thèmes bibliques. On voit notamment dans la composition 6 le thème du déluge, dans la composition 7 que l'on voit ici, le thème de l'Apocalypse. On peut voir quelques détails dans le tableau qui rappellent les anges de l'Apocalypse, hein, quelques éléments figuratifs extrêmement stylisés, mais qui sont comme des signes, effectivement, d'un thème de destruction qui intéresse Kandinsky au niveau de la source. Hein, c'est-à-dire que voilà, on voit comment il s'agit pour Kandinsky de mettre en mouvement des forces de destruction de la forme, hein, c'est-à-dire que toutes les formes éclatent, la couleur est libérée dans l'espace, hein, le contour est complètement brisé, et on assiste à cette mise en mouvement où il y a une opération de lévitation, hein, c'est-à-dire qu'on quitte la gravité terrestre, hein, pour être transporté dans un espace qui répond plutôt aux lois d'un espace cosmique, c'est-à-dire dans lequel on n'a plus de ligne de sol et où l'espace est complètement élastique et suspendu. Donc c'est une expérience perceptive avant tout qu'invite l'abstraction, à des sensations tout à fait inédites. Alors on va passer à la deuxième étape, hein, que vous nous proposez avec une œuvre de Malevich réalisée en 1915, que voici. Alors, ça c'est une exposition donc de Malevich. Donc tout ce que j'ai dit précédemment sur l'abstraction est également valable ici. L'intérêt de cette photographie d'époque, c'est qu'elle montre l'accrochage de cette exposition qui a été baptisée Exposition 010, la dernière exposition futuriste. Il s'agit pour Malevich d'arriver à un zéro des formes à travers cette œuvre très connue qu'il a réalisée, qu'on appelle aujourd'hui le carré noir sur fond blanc, mais qui portait à l'origine le titre de Quadrangle, et qui est l'œuvre que l'on voit tout en haut dans le coin. Et en fait, c'est surtout sur l'emplacement de l'accrochage de cette œuvre que je souhaitais attirer votre attention, parce que c'est l'emplacement qui, dans les maisons traditionnelles russes, était réservé à l'icône la plus précieuse, la plus belle de la maison. Et donc, c'était l'endroit privilégié de cette icône. Dans le quadrangle noir, hein, on parle de quadrangle puisque ça n'est pas une forme géométrique exacte,
Kandinsky a voulu faire un geste radical de table rase, donc d'aller vers le zéro des formes, à partir duquel il peut y avoir un recommencement, donc un nouveau langage et également un nouvel espace. Tout ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'espace cosmique est également valable pour Malevich, c'est un espace sans dimension. Mais je pense qu'il ne s'agit pas d'un geste nihiliste pur, on aurait tort de le voir comme ça. Malevich en parle aussi comme de l'icône de notre temps. Pour lui, cette forme pure inaugure l'icône de la modernité. Troisième étape, un document qui s'intitule Interrelation de volumes, qui date de 1919. Voilà, alors là, ce sont également des photographies d'époque de deux œuvres de Georges van Tongerlo, qui est un sculpteur belge qui a participé au mouvement de Stèle, fondé donc aux Pays-Bas par notamment Mondrian et Theo van Desburg, et chez qui l'abstraction prend encore un autre, je dirais, degré de découverte, dans lequel en fait la forme n'est pas pensée en tant que telle, comme c'est le cas notamment chez Malevich, qui cherche la forme pure en tant que telle, mais sous l'aspect de relation. Donc ce terme d'interrelation de volume permet de comprendre comment, dans la peinture de Mondrian, comme dans les sculptures qu'on peut voir ici, ce qui intéresse, c'est surtout de créer de nouveaux rapports d'espace, de volume, de valeurs plastiques donc dans l'espace réel. Alors, ce qui nous mène à 1929, moment où la ville de Barcelone organise l'exposition universelle. Et vous nous proposez de regarder une œuvre qui était exposée au pavillon allemand. Voilà. Alors, ce pavillon d'architecture donc est une architecture éphémère. Il faut bien comprendre que ce n'est pas un espace à habiter, mais c'est un espace de démonstration. Il a été conçu par l'architecte néerlandais Mies van Tongerlo, qui était Mies van der Rohe, excusez-moi, je fais une bourde. Mies van der Rohe, qui était donc à l'époque l'un des plus grands architectes de l'école du Bauhaus. Donc école créée par Walter Gropius à Weimar en 1919, très célèbre parce que c'est vraiment, disons, l'école qui a révolutionné la conception et l'enseignement artistique en Allemagne et ensuite dans toute l'Europe par influence. Simplement, je voulais attirer à nouveau l'attention sur le fait que l'architecture elle-même est gagnée par cette réflexion sur des rapports d'espace, des rapports de volume, auxquels s'ajoutent ici les rapports de matériaux et de textures. Pour Mies van der Rohe, donc on voit dans cette image et peut-être dans la suivante, j'avais, je crois, donné deux images, l'usage effectivement de matériaux extrêmement divers, comme le travertin, le marbre coloré, mais également l'inox, donc pour créer toutes sortes de contrastes et surtout créer une continuité entre intérieur et extérieur à travers la transparence et la lumière. Alors, Emmanuel van der Meulen, j'avais une question à vous poser justement au sujet de ce document-là qu'on vient de voir. Vous m'avez parlé en préparant cette émission de l'influence justement des œuvres abstraites sur l'architecture à ce moment donné. Dans les quelques images qu'on a vues là, on se rend déjà compte, ne serait-ce que grâce à l'image qui présente l'accrochage de Malevich, que si effectivement l'abstraction, on peut la considérer comme au départ une spéculation qui va s'inscrire dans le cadre du tableau, cette réflexion-là va tout de suite dépasser le cadre du tableau et inclure l'espace qui l'environne. C'est assez flagrant là dans la disposition. Par un effet de contamination à la société ou c'est un peu comme si ça sortait du tableau. Vous allez un peu vite, mais enfin, je pense qu'effectivement on peut réfléchir, on peut poser les choses comme ça. Marcella Lista fait allusion au Bauhaus. Il me semble que dans ce moment, on va dire, de l'abstraction historique, autour des fondateurs de l'abstraction, il y a cette réflexion sur ce qu'est la peinture. Je pense que le point de départ, il est là, à mon sens. Enfin, c'est un des points de départ, mais c'est en tout cas le point de départ que moi, en tant que peintre, je retiens. Donc, qu'est-ce qui peut se passer à l'intérieur d'un tableau ? Quelle forme on va choisir, etc. Mais cette réflexion, en effet, elle dépasse assez vite
le cadre du tableau, et notamment grâce, je pense, à une dimension qui est au cœur de l'entre-deux-guerres dans la réflexion de ces artistes, c'est justement d'inclure l'art dans une réflexion plus large simplement sur la vie, sur l'organisation sociale, et sur la vie de tous les jours. Et le Bauhaus va être une espèce de creuset où vont se croiser beaucoup de gens, où Kandinsky, dont on a vu une œuvre, va enseigner, Paul Klee également, des gens comme Johannes Itten vont avoir une influence considérable sur l'enseignement. Des élèves du Bauhaus vont poursuivre cette tradition et cette pédagogie particulière aux États-Unis par l'intermédiaire de quelqu'un comme Albers, par exemple, qui va enseigner, qui est un ancien élève du Bauhaus, qui va y enseigner et qui va, quand il va quitter l'Allemagne, va continuer son travail d'enseigner aux États-Unis. Et on sait même, enfin je crois, vous m'arrêterez, mais que Malevich certains écrits de Malevich ont été publiés par le Bauhaus à l'époque, donc ce qui veut dire quand même une information très pointue sur ce qui se faisait en Europe et en Union soviétique. Et pour en revenir à cette question de l'architecture, au départ, le Bauhaus est une école pour construire, on va dire. Il se trouve que un certain temps va passer avant que effectivement l'architecture soit enseignée dans l'école, mais c'est quand même le premier projet. Et elle est assez emblématique d'une volonté de lier la réflexion sur l'art et la peinture à l'organisation de la société. On va dire ça comme ça. Alors passons à l'avant-dernière étape avec une œuvre de Barnett Newman, donc le 5e tableau, enfin 5e œuvre. Oui. Disons que là, après ce qui vient d'être dit, c'est vrai que c'est un passage un petit peu rapide peut-être, puisque cette question du Bauhaus et de la manière dont l'abstraction a pu influencer ce projet d'une rénovation de la société, notamment par le biais de cette idée de construction, mériterait plus de précision. Là, pour les deux dernières œuvres, en fait, c'était simplement l'idée de donner quelques références de l'après-guerre, puisqu'on a souvent dit que la scène artistique, en tout cas de la scène expérimentale, se déplaçait dans l'après-guerre aux États-Unis. En fait, c'est vrai. Disons que les expériences les plus radicales sont menées à partir des années 40, notamment dans la scène new-yorkaise. Y participent deux artistes qu'on voit ici, Barnett Newman avec Vir Heroicus Sublimis, l'homme héroïque sublime, avec une petite erreur de grammaire que l'historien d'art Panofsky n'a pas manqué de souligner. Une œuvre qui date de 52 et qui est intéressante à nouveau par le format. Il me semble que beaucoup d'œuvres de l'exposition peuvent être informées par également cette référence historique, puisque l'œuvre fait plus de 5,40 mètres de large. Et en fait, au niveau de l'échelle, c'est pratiquement une échelle qui absorbe le corps. C'est-à-dire que l'expérience que l'on a devant cette surface de couleur, qui est en même temps segmentée, donc on peut en percevoir l'étendue par ces repères que constituent les segments verticaux, est une expérience contemplative que Barnett Newman assimilait à l'expérience du sublime. Et pour la dernière œuvre, en fait, il était important pour vous de montrer ce geste de Pollock. Oui, alors là encore, il y aurait beaucoup d'autres exemples à montrer, mais pour aller vraiment à la source, disons, de ce qui... à partir de quoi un certain nombre d'artistes ont pu également se positionner dans l'après-guerre. Le fameux geste du dripping de Pollock, qui a été enregistré par une série de photographies, également de films, par Hans Namuth en 1952. Cette technique, Pollock l'avait développée déjà dans la deuxième moitié des années 40, et il s'agit pour l'artiste effectivement de considérer la toile comme une arène dans laquelle agir, et non pas simplement une image à considérer frontalement. Donc la toile est déposée au sol, là encore en termes de format, elle absorbe littéralement le corps. Et en revanche, on aurait tort de penser que Pollock se réfère au hasard, puisqu'il tient à préciser dans tous ses entretiens que ce n'est pas une technique qui consiste à s'en remettre au hasard, mais qu'au contraire, il y a une sorte de contrôle à travers cette énergie qui est déployée de façon très instinctuelle dans cet espace. Et dans cette photographie, il y a un lien qu'on peut trouver jusqu'à l'exposition présentée ici, avec ce travail sur les coulures également. Voilà, on aura peut-être l'occasion d'en parler un petit peu plus tard. Alors, merci Marcella Lista, mais de toute façon vous continuez à intervenir dans le débat, mais j'aimerais qu'on s'attache maintenant aux pratiques des deux artistes présents ce soir sur ce plateau.
Emmanuel Van der Meulen, est-ce que vous pouvez nous parler de la méthode de travail que vous avez utilisée dans le cas de cette exposition, la pesanteur et la grâce, voilà. En fait, cette exposition s'inscrit dans... n'a pas profondément modifié mon travail de peinture. Je travaille régulièrement à l'atelier, je fais des tableaux, j'ai effectivement une pratique de peinture. Maintenant, devant ou dans un espace tel que l'ancienne sacristie du Collège des Bernardins, j'ai essayé, si vous voulez, d'instaurer une tension, ce qui ne veut pas dire une grande tension, mais une tension juste, satisfaisante, qui me permettrait en tout cas d'essayer de faire voir deux choses en même temps. J'ouvre une parenthèse pour dire que dans l'ancienne sacristie, une œuvre de Emanuele Beccheri qu'on a aperçue, on a aperçu dans le film un tourne-disque. Voilà, il y a une pièce sonore qui on pourrait dire qui est diffusée au milieu des tableaux. Mon travail n'est pas seul. Il n'est pas isolé voilà, dans cette pièce. Oui, tout à fait. Donc ce que j'ai essayé de faire, effectivement, c'est à la fois proposer des tableaux, donc des surfaces colorées autonomes dans cet espace-là, et en même temps, tels qu'ils ont été accrochés, que ces tableaux puissent aussi servir de marqueurs, on va dire ça comme ça, dans l'architecture, qui permettent de voir aussi cette architecture. C'est-à-dire plutôt de ponctuer l'espace, de le souligner, que de le remplir. Alors dans le cours ça c'était l'intention de départ. Donc ça a évidemment entraîné le choix d'un certain nombre de formats assez précis par rapport aux emplacements qui pouvaient en quelque sorte recevoir ces tableaux. Dans le cours du travail, le souvenir que j'avais de mes visites sur place, et notamment de la lumière, en fait, assez particulière de l'endroit, a beaucoup influencé d'abord à mon insu, et puis plus consciemment le travail. Et finalement, les couleurs que j'ai gardées dans le déroulé du travail sont des couleurs qui s'inscrivent, on va dire, plutôt en opposition avec la lumière dans la sacristie, qui est plutôt chaude, qui est plutôt blonde. Et dans un deuxième temps, et ça accompagne ce choix-là, j'ai pris le parti de placer les tableaux les plus sombres, on va dire, dans le contre-jour. C'est-à-dire sous le mur côté rue, il y a une espèce de pénombre, en fait, qui est provoquée par le mur. Et alors j'aurais pu choisir le parti inverse qui pourrait paraître plus logique à première vue, mais comme mon travail, j'essaye par mon travail de questionner justement le regard, il me semblait qu'en ajoutant une petite difficulté, donc en mettant ces tableaux plus sombres dans la pénombre, ça pouvait amener quelque chose d'intéressant. Alors, lorsqu'on lit les textes de certains commentateurs qui parlent de vos tableaux, il est question justement d'un corps à corps frontal provoqué par vos œuvres. Et ça signifie que que le spectateur va s'inscrire dans un processus que vous cherchez à provoquer. Bon, le spectateur, il fait ce qu'il veut, on va dire, mais effectivement, s'il a envie de passer son chemin... on lui propose en tout cas tout à fait. De s'inscrire dans ce processus. C'est vraiment une proposition ouverte et qui, effectivement, par l'intermédiaire de formats qui, de façon explicite, renvoient à la station debout, on va dire, peuvent entraîner justement cette confrontation. L'élément central dans ma pratique, c'est la couleur ou la non-couleur, enfin, comme on voudra. Évidemment, pas dans un sens décoratif ou du type une belle couleur ou des couleurs qui vont bien ensemble, mais parce que je pense que justement ce face-à-face avec la couleur est intéressant, du point de vue visuel, du point de vue intellectuel, pourquoi pas. Et justement par ces formats, par l'emplacement des tableaux
dans l'espace, dans l'architecture, par exemple, de l'ancienne sacristie. C'est un peu ce rapport-là que j'essaie d'initier. Ça veut dire que quand un spectateur regarde vos œuvres, il a le droit de s'interroger, il a le droit de ne pas comprendre. Vous le mettez dans l'état de vivre une expérience visuelle, en tout cas. A priori, il a tous les droits. C'est une proposition ouverte. Vous choisissez de ne pas représenter, de ne pas... Alors ça, ça fait partie de ce problème-là, mais c'est pas tout à fait ça. Je pense que plutôt, je dirais que je m'arrête avant justement qu'une image surgisse, pour justement questionner la perception, mettre en jeu le regard, sans mettre en jeu forcément la reconnaissance de quelque chose. Pour justement qu'on ait accès à ce moment où le regard se regarde regarder, si je puis dire, mais n'est pas dans un principe de reconnaissance d'objets, de formes, d'images, si vous voulez. Alors avant de parler du travail de Claire-Jeanne Jézéquel, je voulais revenir sur quelque chose avec vous. On a vu une œuvre de Barnett Newman, je sais que vous êtes un admirateur de Barnett Newman, et qui a chez lui en tout cas une véritable conscience de l'altérité dans l'expérience visuelle. Pour vous aussi, c'est important ce partage. Vous allez même jusqu'à dire, dans l'entretien dont j'ai parlé tout à l'heure, que vos positions seraient interchangeables entre la position du spectateur et la position de vous, artiste. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ce que ça veut dire ? C'est pas ma position de moi, artiste, c'est plutôt, si vous voulez, mais en tant que la surface que je propose, on peut la refaire facilement en pensée. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème technique, enfin il y en a assez peu. Il n'y a pas de virtuosité, il n'y a pas de recherche de création de forme, il n'y a pas de... Donc en ce pour sens-là, préciser, ce sont des rectangles de toiles, de couches de peinture qui paraissent assez homogènes. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc en fait, effectivement, ce que je veux dire quand je dis que ma position et celle du spectateur sont interchangeables, c'est que au fond, c'est plutôt que j'ai envie de disparaître de la relation qui va s'instaurer entre un regardeur probable, potentiel, et la surface peinte. C'est-à-dire que je ne veux pas intervenir par des signes ou par des propos, par des formes qui pourraient en quelque sorte venir brouiller cette relation avec la couleur. Évidemment, d'une certaine façon, c'est impossible. Parce qu'on a des informations sur ce qu'est la peinture, parce qu'on a déjà vu de la peinture, parce que ce travail-là, comme vous l'avez dit, s'inscrit dans une tradition. Et parce que quand on regarde justement une surface vide, on pense à plein de choses, d'autres. Et c'est peut-être ça aussi qui m'intéresse de proposer. En tout cas, le travail que vous proposez, c'est plus une proposition sur ce qu'on perçoit d'une œuvre que sur le travail de représentation. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Ou alors qui se situerait avant justement le fait de représenter ou de percevoir quelque chose qui serait vraiment formé. Claire-Jeanne Jézéquel, quelle description à votre tour pouvez-vous donner justement de ce que vous proposez, de votre méthode à vous? On a vu certaines œuvres à la fin du premier film. Alors méthode, je ne sais pas, je vais tenter une définition rapide. Je dirais que vous avez parlé de mes œuvres comme étant des sculptures et c'est un terme que je revendique. Pour placer mon travail dans une filiation rapide, je pourrais dire qu'il me semble que l'histoire à laquelle j'appartiens pourrait être celle du collage qui apparaît en art à peu près au même moment que l'abstraction justement, que les premières œuvres abstraites. Le collage, c'est le moment où des matériaux non artistiques font leur apparition dans le tableau et par la suite ça conduit à la sortie du tableau, c'est-à-dire une peinture finalement qui s'ouvre, dont l'espace s'ouvre sur l'espace que l'on partage, le nôtre, l'espace du spectateur comme on dit aujourd'hui, mais c'est avant tout l'espace de travail, l'espace de l'atelier. Et voilà, je pense que si je tire un fil qui vient de là, on peut remonter par exemple jusqu'à Schwitters. Bien sûr, j'ai beaucoup aimé, j'ai très frappé par exemple par la grande exposition Georges Braque qui avait eu lieu au Centre Pompidou en je ne sais plus quelle année, des années 70.
Mais c'est effectivement au moment de me mettre à travailler, c'est quelque chose qui s'est mis en place en absence catégorique et peut-être définitive, je ne sais pas, de tout besoin de représenter. Contrairement à Georges Braque, qui est situé dans une histoire de la peinture qui négocie avec cette question de la représentation et comment représenter. Donc de ce point de vue-là, je peux dire qu'effectivement, mon œuvre appartient à ce qu'on peut appeler les œuvres abstraites plutôt qu'à l'histoire de l'abstraction, parce que quand on se penche sur la question, on s'aperçoit assez vite que ce terme d'abstraction avec un grand A, il contient trop peu ou au contraire trop, c'est-à-dire qu'il est trop général, et qu'en fait ce qui compte ce sont les œuvres prises une par une et les expériences menées par les artistes. Donc voilà, donc c'est une sculpture qui est plutôt de l'ordre de la construction, de l'assemblage. Et en quoi ça nous intéresse aujourd'hui, puisque si je reprends en fait le titre du débat, c'est quand même l'abstraction, quelle l'expérience aujourd'hui. Je dirais que moi, ce qui me tient et ce qui fait peut-être le lien avec Emmanuel, Marcella ici sur cette question de l'abstraction, il y a des termes que j'ai retrouvés dans les textes qui figurent au catalogue de l'exposition La pesanteur et la grâce, qui reviennent à plusieurs reprises sous la plume des différents auteurs, qui sont les termes d'ouverture et d'altérité, dont vous avez parlé à propos avec Emmanuel à l'instant. Et je crois que c'est un terme très important parce que, d'une certaine manière, c'est peut-être une des choses que l'abstraction est encore aujourd'hui, ou les œuvres abstraites, on va dire, pour être plus pragmatique et plus proche des œuvres, en tant qu'expérience perceptive ou phénomène perceptif ou phénomène sensible, peuvent nous proposer. Qu'est-ce qui, moi, me concerne dans l'abstraction, c'est cette idée justement de produire des œuvres qui ne me ramènent pas à moi, qui ne procèdent pas d'une reconnaissance, d'une identification, d'un récit ou d'une narration, évidemment. Et c'est donc quelque chose qui a à voir avec un travail de l'esprit ou contre le langage, ou avec un langage qui est celui de la forme et du matériau ou des matières et les procédures, les procès mis en œuvre par les artistes. Et en sculpture particulièrement, c'est une question que j'essaye de réfléchir, dans la mesure où autant la forme tableau continue de signifier un espace propre qui est un espace principalement artistique, alors que dans la sculpture, depuis bien longtemps, depuis l'abandon du socle, par exemple, l'espace de la sculpture, nous le partageons. C'est très souvent l'espace même dans lequel nous évoluons. J'ai un travail qui se développe souvent sous la forme de fragments ou d'un travail plus environnemental que l'on peut parcourir, et ça c'est une chose aussi à laquelle je tiens, qui participe de cette ouverture, qui ne la résume pas, mais qui... Pouvez-vous préciser, par exemple, quel type de matériaux vous employez aujourd'hui ? Alors, j'ai parlé de construction, c'est-à-dire que j'utilise des matériaux très ordinaires, qui sont des matériaux qui appartiennent à une réalité qui est une réalité extra-artistique. Là, on va retomber... je pourrais dire deux mots de la question de l'architecture. C'est en général des matériaux de construction assez accessibles et faciles d'emploi. Mon travail procède essentiellement d'un travail de la surface également, c'est-à-dire plus que d'un travail de sculpture dans un héritage classique. C'est pour ça que j'ai parlé du collage, c'est-à-dire qu'il y a quand même cette idée de quelque chose qui part d'une surface, une surface qui pivote, qui s'assemble et qui s'épaissit par feuilletage, etc. Donc il y a une dimension qui n'est pas picturale chez moi, mais j'ai aussi souvent travaillé avec des matériaux qui sont plutôt ceux du dessin en revanche, et les matériaux eux-mêmes sont des matériaux de construction. Là je crois que j'ai mis des images d'œuvres qui sont réalisées en placo-plâtre, donc les matériaux avec lesquels on peut faire des cloisons dans des intérieurs standardisés modernes. J'aime cette idée que l'œuvre d'art ne se sépare pas des autres objets du monde, quitte à tenir une note qui serait celle de l'indétermination et quitte parfois à courir le risque de disparaître parmi les autres. Justement, j'aimerais qu'on creuse un peu avec vous deux ce thème de l'abstraction et de son rapport au réel, qui est, je crois, un thème qui vous intéresse beaucoup. De votre côté, Claire-Jeanne Gézéquel, vous m'avez dit que vous ne voyez aucune coupure entre les œuvres abstraites telles que vous les concevez et le réel. Vous voyez même dans ces œuvres une forme de réel.
Comment vous pouvez nous expliquer ça? Bien sûr, je pense que toutes les œuvres d'art sont des formes de réel. Maintenant, elles procèdent différemment, évidemment, et on ne porte pas le même regard sur elles selon, évidemment, l'intention qui les a vues naître ou l'époque, enfin le contexte. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, peu d'artistes maintiennent encore la position qui pouvait être celle des premières avant-gardes historiques des années 10 et 20, qui étaient, donc on a parlé du Bauhaus, enfin des positions utopiques, voire héroïques, enfin avec une dimension héroïque qui consistait à affirmer que les artistes, que l'art, enfin, pouvaient changer le monde et proposer un nouveau regard sur le monde. Mais pour autant, je pense que les artistes d'aujourd'hui et d'autant plus, bon, peu importe, on va pas commencer à mesurer, mais ont un ancrage dans le monde extérieur très fort. C'est vrai que peut-être que produisant des œuvres qui sont de l'ordre de la sculpture, cet ancrage dans le réel, il se manifeste de manière plus évidente que par le biais du tableau, qui signe quand même une forme de coupure, une mise à distance avec notre espace. Mais bien évidemment, les œuvres d'art participent du réel, sont du réel. La manière dont les artistes travaillent est significative, je crois, d'un rapport au réel. Et j'ai toujours considéré qu'il était un peu absurde de voir sous le signe de l'abstraction une volonté de se couper du monde. Au contraire, je pense que les œuvres d'art abstraites ont, quand elles sont réussies, mais le mérite de nous placer face à la complexité du réel, éventuellement de nous défaire de nos automatismes de pensée et surtout de nous ramener à la question d'un réel qui ne se limite pas à la question de la représentation, chose que l'on a un peu tendance à oublier. Et je reciterai enfin cette notion de l'écrivain Claudio Magris qui parle de nouveau classicisme, avec l'idée qu'en fait le nouveau classicisme aujourd'hui, ce serait justement de considérer que le réel et sa description ne sont appréhendables, excusez-moi, ne s'appréhendent que sous le régime généralisé de l'image. Alors évidemment, des artistes qui décident délibérément de ne pas produire des images, de ne pas représenter le réel, mais de le présenter, c'est une manière d'affirmer un rapport au monde et d'affirmer que le réel ne se limite pas à la question de sa représentation. Emmanuel van der Meulen, vos œuvres ne nient pas non plus la réalité. Ils creusent un espace au sein de cette réalité, mais vous ne la fuyez pas non plus. Je pense qu'on est arrivé au cœur du sujet. Il y a deux notions qui ont été énoncées là, qui me semblent importantes. C'est celle justement de réalité, le rapport de l'œuvre d'art et de la réalité. Donc on peut commencer par celle-là. Il y a un malentendu majeur par rapport à cette notion d'abstraction, effectivement, et je peux que adhérer à ce qui vient d'être dit. L'abstraction, d'une certaine façon, est plus réelle que d'autres formes d'art qui prendraient en charge une représentation. À titre d'exemple, on peut évoquer le mouvement de l'art concret, de l'art dit concret, justement, qui mettait en avant le fait qu'il ne fuyait pas la réalité, mais au contraire, il s'y inscrivait et s'en servait. La matérialité qu'on attache à raison aux œuvres dites abstraites, quelles que soient les formes d'ailleurs de ces œuvres, des aplats de couleurs, des coulures de peinture, et pourquoi pas des actions plus brutales envers le support, des coupures, etc., signifie bien qu'on n'est pas dans un espace imaginaire, on n'est pas dans un espace... on n'est pas dans un ailleurs. Voilà. En tout cas, pour répondre à votre question, moi, si vous voulez, je me situe un peu sur cette contradiction-là, où je travaille avec cette contradiction-là concernant l'objet tableau. Un tableau, c'est forcément un objet. Il fait partie du réel, on le manipule, on l'accroche plus ou moins haut, etc. Néanmoins, l'expérience qu'il véhicule est un petit peu, on va dire, en décalage par rapport à on va dire, la vie de tous les jours. Voilà. Donc il y a une limite. Le tableau a une limite.
Et je travaille sur justement l'articulation de cette surface, qui dans le cas de mon travail est un aplat assez homogène, vous l'avez dit, et puis l'extérieur, ce qu'il y a autour, donc l'architecture. Donc si vous voulez, il m'arrive je travaille aussi les bordures de cette surface centrale et qui me permettent justement d'articuler un rapport possible entre cette surface, qui est, comme vous l'avez dit, une invitation à une perception, et l'espace autour, l'espace réel, tout simplement. Beaucoup de spectateurs redoutent d'approcher l'art abstrait ou ont parfois le sentiment de ne pas comprendre les œuvres d'art abstraites. Et il est question dans le catalogue de l'exposition d'humilité, l'humilité qu'on doit adopter face à une œuvre abstraite et finalement accepter de ne pas comprendre. Alors, parmi les 3 invités qui ont envie de réagir. Mais je ne sais pas, moi l'humilité je la placerais peut-être un peu ailleurs. Je ne sais pas si c'est l'humilité du spectateur. On a droit à toutes les ambitions, voire à toutes les prétentions quand on regarde une œuvre d'art. Mais c'est peut-être lié à ce paradoxe qui est que les œuvres d'art, et souvent dans les œuvres d'art abstraites, pas toujours, mais ont ceci de particulier qu'elles ont à faire avec la matière et avec l'esprit. Venons-y. Je pense que les œuvres d'art sont des pensées en acte. Donc, bien souvent, on a devant soi des choses qui sont effectivement extrêmement simples. Dans le cas d'un monochrome, par exemple, ce sont quelques couches de couleurs sur un support. Et on peut le voir en bas dans l'exposition avec les œuvres de Marthe Véry. C'est ce paradoxe-là qui fait que finalement, ce sont bien souvent les œuvres d'art elles-mêmes qui sont le plus humbles dans leurs moyens, quitte à atteindre à quelque chose qui est le contraire de l'humilité, qui est par exemple le sublime dont parle Barnier de Newman dans son titre. C'est-à-dire qu'avec les œuvres de Marthe Véry en bas, on a, au contraire de l'homme héroïque sublime, on a la femme non héroïque, mais sublime tout autant. Et peut-être plus. Donc, il ne s'agit pas forcément d'être humble, mais effectivement d'accepter de s'interroger ou simplement de regarder, ce qui est déjà pas si facile. Et Emmanuel parle très bien dans son texte de cette question du voir, quoi. Comment une œuvre d'art, quelle qu'elle soit, mais peut-être plus particulièrement chez certains artistes abstraits qui proposent des choses très ténue ou avec peu de moyens, qu'il est question de remettre en jeu le fait même de voir. Oui. Alors, il nous reste 10 minutes d'émission avant qu'elle se termine. J'aimerais vous faire réagir à un terme souvent employé dans le texte du commissaire de l'exposition, qui est le terme d'abstraction spiritualisante. J'aimerais que tous les 3 vous réagissiez justement à ce terme et peut-être dire ce qu'il signifie pour vous ou ce qu'il ne signifie pas. Marcella Lista. Moi, je crois à la polysémie de l'œuvre. C'est-à-dire, je pense que toute œuvre est ouverte à toutes sortes d'interprétations qui peuvent être contemporaines, ultérieures. Je ne pense pas qu'on puisse... je crois qu'il faut bien faire la distinction entre le contenu spirituel tel que les artistes ont pu ou peuvent encore aujourd'hui décider de l'investir dans le processus créateur, voire même dans l'objet lui-même, et ce que le spectateur veut y voir. Je ne crois pas qu'il faille comprendre quoi que ce soit dans une œuvre. C'est-à-dire que je pense que l'idée même qu'il y ait quelque chose à comprendre est une approche pertinente. En tout cas, dans ces œuvres, il n'est absolument pas question de représenter le divin, par exemple, hein, mais d'aller... Je crois que les artistes, chaque artiste est libre d'avoir une démarche telle qu'il entend. Chaque critique d'art, et c'est le cas d'Éric de Chassey dans cette exposition, est libre d'un geste d'interprétation, mais de là à attribuer effectivement de façon plus définitive une lecture, ça, c'est vrai que personnellement, je n'irai pas jusque-là. Emmanuel van der Meulen. Sur ce vocable de spiritualisant, moi je laisse à Éric de Chassey l'entier travail de le définir plus avant. Il me semble que depuis on a vu au début le travail de Malevich. Je pense que dans cette histoire-là, de l'abstraction ou des abstractions, on est un peu sur le fil et
entre justement spiritualité et matérialité. Ça semble évident. Enfin, cette histoire, cette peinture-là, cet art-là est traversé par ce couple antagonique, et je pense qu'il ne s'agit pas de choisir. Et le participe présent qui a été choisi par Éric est là pour ça. Il indique simplement que on est en direction de l'esprit. Bon, on va dire ça comme ça. Moi, ça me renvoie, à titre personnel, au petit livre de Merleau-Ponty, qui est un de ses derniers écrits, où il parle beaucoup de peinture, il en parle très bien, et qui s'intitule justement L'œil et l'esprit. Donc, pour moi, abstraction spiritualisante, c'est ça. D'accord, ça renvoie vraiment Ça renvoie à ça, oui, tout à fait. Claire-Jeanne, oui, je suis preneuse de la citation de Merleau-Ponty, ou plutôt de la convocation de Merleau-Ponty dans le débat. Par ailleurs, bon, le terme de spiritualisant, je le trouve un peu problématique, même à l'oreille, il me résonne bizarrement pour moi. En revanche, que l'art est à voir avec le spirituel. Alors bien sûr, tous les artistes dont il a été question au début, enfin tous, en tout cas pour Kandinsky, Malevich et d'autres, la question du divin était posée très clairement. Par ailleurs, que d'une manière générale, l'art est à voir avec une activité de l'esprit. Oui, bien sûr, je le disais tout à l'heure, l'art est une pensée en acte. Le spirituel, je sais, il y a une citation de Marthe Véry quelque part qui dit oui, en tant qu'activité de l'esprit, bien sûr, je l'entends pour ma part dans un sens complètement laïque. Mais encore une fois, il faut se méfier du langage parce qu'il ne s'agit pas du tout. Il faut défaire le dualisme que ce terme pourrait impliquer, puisque les œuvres d'art, en tant qu'elles jouent éventuellement contre le langage, par cette imbrication-là, de l'idée dans le matériel, c'est le lieu où se défait le dualisme entre le matérialisme et spiritualité. Donc il faut... Bon, bien sûr, on est obligé d'utiliser ces mots pour le dire, mais... Merci Alissa, on est en fin d'émission, il nous reste quelques minutes, mais en tant qu'historienne de l'art, j'imagine que vous voyez qu'il y a des fils tendus vers l'abstraction dans le travail des deux artistes présents, mais est-ce que finalement on ne peut pas dire qu'il y a autant de pratiques de l'abstraction que d'œuvres, et que finalement l'abstraction, vous me l'avez dit en préparant l'émission, n'est pas un thème, n'est pas un genre, n'est pas un mouvement? On voit bien la difficulté qu'il y a ici à définir ce qu'est l'abstraction. On peut parler plutôt des abstractions. Je crois qu'on peut retenir également ce qui a été dit par les deux artistes, c'est-à-dire que l'abstraction a à voir avec la réalité, c'est-à-dire qu'il s'agit c'est une proposition alternative à effectivement un modèle fictionnel de représentation pour tenter d'entrer dans le monde de la perception directe en temps réel, au moment où on fait l'expérience de l'œuvre, et être reconduit, je dirais, avec une perception aiguisée vers le monde réel, tel que moi je le perçois. Vous m'avez dit, Claire-Jeanne Jézéquel, que dans vos œuvres, vous cherchez à surmonter l'opposition entre image tactile et image visuelle. Ça, c'est un vrai projet d'œuvre abstraite. Oui, là, on pourrait revenir à Merleau-Ponty et cette expression quand il parle l'enjambement du visible et du tangible. Oui, c'est quelque chose auquel j'ai souvent réfléchi. Mais c'est vrai que ça peut être un projet pour la suite encore. Emmanuel van der Meulen, pour terminer avec vous, à travers vos œuvres, vous m'avez dit vouloir renouer certains fils avec des traductions de l'abstraction. Ces fils, ils sont noués, tendus vers qui ? Je ne sais pas si je dis ça comme ça, mais non, ce que je voulais dire, c'était qu'effectivement... quand on réfléchissait à ce que c'était l'abstraction ou les abstractions, j'ai dû dire qu'effectivement, il y avait certaines questions qui me parlaient plus que d'autres. Donc on en a évoqué certaines, le rapport à l'architecture, la dimension utopique, pourquoi pas, ou le souci pédagogique qui traversait certains artistes abstraits dont on a parlé. Le fait que, par exemple, la couleur avait été en quelque sorte
avait pris une importance qu'elle n'avait pas jusque-là. La couleur seule, la couleur pour elle-même, évidemment, c'est un sujet qui m'intéresse. Alors j'avais envie de finir cette émission en donnant la parole à Simone Weil. Alors je la cite: « Notre âme fait continuellement du bruit, mais il est un point en elle qui est silence et que nous n'entendons jamais. Il n'y a que 2 pointes assez perçantes pour entrer ainsi dans notre âme. Ce sont le malheur et la beauté. » Alors cette émission touche à sa fin. Je vous remercie tous les 3 d'avoir accepté d'y participer. Je rappelle que l'exposition se tient jusqu'au 12 septembre au Collège des Bernardins, au 20 rue de Poissy, dans le 5e arrondissement de Paris, dimanche et jour férié compris. Je précise également que l'entrée est totalement libre pour tous, et puis que des médiateurs, étudiants d'école de l'art et d'histoire de l'art sont présents dans les espaces pendant les heures d'ouverture au public pour accueillir justement les spectateurs. Et puis sachez que l'exposition sera présentée à la Villa Médicis à Rome dès le 11 octobre 2010. Quant à moi, eh bien, je peux terminer en vous représentant à nouveau les ouvrages dont je vous ai parlé, plus de réalité, cet ouvrage collectif. Et puis un livre d'entretien avec Emmanuel van der Meulen. Et puis moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même heure, pour un nouveau Mardi des Bernardins intitulé « L'université, à quoi bon ?» Bonsoir.